Et pour les news de la semaine, on va débuter par un retour sur les auditions dont on a parlé la semaine dernière de John Textor devant la commission d'enquête parlementaire au sujet de cette manipulation des matchs et des paris sportifs et des liens avec les paris sportifs, de l'influence des paris sportifs sur les matchs brésiliens, pas que de Serie A, hein, je le rappelle, on en avait parlé, on avait dit que ça concernait la Serie A, mais aussi la Série B brésilienne. L'audition avait lieu en même temps que l'émission, hein, elle avait démarré bien plus tôt, j'en avais parlé dans le premier épisode. Elle a été assez longue, elle a duré assez longtemps. Sur la partie télévisée, on a eu beaucoup de questions, des questions parfois un peu, on va dire moyennas, hein, notamment de la part de Romario. Petite parenthèse, John Textor a une question qui a été posée par Romario, lui a répondu que cette question était idiote. Bref, voilà, hein, ça met l'ambiance. Mais l'ambiance était quand même plutôt détendue. Mais ce qui était plus intéressant, c'est finalement, comme d'habitude, vous allez me dire, ce que l'on n'a pas vu à la télé. Le plus important, c'est déroulé lors d'une réunion, entre guillemets, secrète, tellement secrète qu'on l'a tous su, sans caméra, donc, au cours de laquelle John Textor a remis à la commission d'enquête un rapport de 180 pages qui contient des preuves présumées, parce qu'on va quand même garder la présomption pour l'instant, de fraude lors de matchs du championnat du Brésil l'année dernière. On sait que, et j'en avais parlé la semaine dernière, ces différentes preuves et ces différentes données ont été apportées notamment par une entreprise qui s'appelle Good Games, qui justement essaye de détecter les manipulations potentielles ou les choses un peu cheloues lors de matchs et de les relier à des mouvements particuliers sur les paris sportifs. Qu'avons-nous su de ce rapport? On ne sait pas, hein, ce qu'il y a dedans, on n'a aucune idée de quelles sont les preuves. Ce que l'on sait finalement, c'est ce que les sénateurs en ont dit à l'issue de cette réunion secrète. Il en ressort donc que Textor aurait montré des possibles mouvements étranges et des déplacements suspects, et surtout, point intéressant, parce que celui-ci, on l'a pas vu venir, il a affirmé que tout ce qui est montré aux spectateurs et à la télévision, donc, et aux arbitres sur le moniteur du VAR, n'est pas fidèle à 100% à ce qui s'est réellement passé. Ne me demandez pas ce que ça veut dire, je n'en sais rien. Ça n'a pas été non plus précisé que ça derrière, hein. Donc voilà, on nous a juste dit que ce que l'on voyait lors de l'intervention des arbitres vidéo et ce que les arbitres vidéo envoyaient à l'arbitre principal n'était pas fidèle à 100% à ce qui s'est passé sur le terrain. Pour cela, il a montré des comparaisons, donné des exemples, et c'est ce qui a le plus marqué. Voilà. On va en parler dans un instant de la réaction des autres clubs, Red Rouge, parce que pour l'instant, c'est un peu silence radio de la part de tout le monde, et je vais en parler dans un instant. Ce que, je le disais, cet élément-là a vraiment marqué les esprits. Tous les sénateurs qui étaient présents dans cette commission et qui sont intervenus et qui ont expliqué derrière, hein, qui ont témoigné derrière, pardon, c'était le mot, ont souligné le travail de Textor. Jorge Cajuru, le président de la commission, je vais le citer, hein, il a déclaré « Nous sommes arrivés à une conclusion simple et objective. Nous avons eu connaissance de diverses indications. Nous ne voulons pas parler encore de preuves. Il s'agissait d'indications très importantes. Je veux dire, nous avons participé à une conversation de plus d'1 heure. Il y avait beaucoup de contenu. Il n'en a pas dit plus. Je rappelle que c'est donc le président de la commission. Ce qui est certain, c'est que ça donne un coup de pied dans la fourmilière. Je le disais, beaucoup de sénateurs se sont demandé surtout pourquoi la CBF n'avait jamais mené d'enquête à la suite de ces documents, à la suite des... On le rappelle, hein, Textor a souvent dit qu'il y avait un problème et que voilà... Il y avait donc, comment dirais-je, beaucoup d'éléments sur des sénateurs voulant enquêter sur pourquoi la CBF, et en gros, la CBF va aussi devoir s'expliquer, puisque pour ces sénateurs, il y a beaucoup d'éléments présents dans le document, je les cite, hein, arguant qu'il y a des éléments techniques sur lesquels s'appuyer pour enquêter. Donc, ils ont souligné qu'il y avait des preuves pour chercher à obtenir plus de détails là-dessus. Des témoignages d'autres personnes vont être lancés. Je rappelle que la commission prévoit de faire témoigner Leila Pereira, qui est la présidente de Palmeiras, qui a souvent été bousculée par Textor, prévoit aussi d'interviewer Julio Casares, le président de Sao Paulo. Je rappelle donc que cette commission doit mener ses travaux sur 6 mois, qu'elle a une possibilité de les prolonger de 3 mois supplémentaires, et qu'à l'issue de cette période,
Il y aura un rapport complet qui reprendra ses conclusions et qui pourra être transmis, pourrait, choisissez le temps que vous voulez, être transmis au ministère public ou au procureur général fédéral afin que l'on puisse établir la responsabilité civile ou pénale de ceux qui ont fraudé s'il y a eu des fraudes ou adopté d'autres mesures juridiques. Donc, tout cela pour dire que on l'attendait au tournant, le John Textor. Il a montré des choses qui ont, semble-t-il, convaincu pas mal de sénateurs. En tout cas, les ont convaincus d'aller creuser un petit peu plus loin. La CBF, que Textor a souvent fracassé, va devoir s'expliquer. Et donc, attention aux conséquences que cela peut avoir. Est-ce que le fait que ce soit un étranger fait que ces accusations soient prises avec condescendance? Justement, Biscuit, pas du tout. Pas du tout, parce que franchement, en plus, vous pouvez le voir, hein, j'en parlais la semaine dernière, c'était sur TV Senado, c'est disponible sur YouTube, vous pouvez revoir tranquillement les auditions. Va falloir s'accrocher, c'est long. Hein. Mais concrètement, non, il n'y a pas eu d'agression ni des uns ni des autres, il n'y a pas eu véritablement de condescendance. Un petit peu de désinvolture dans la façon de se tenir et de parler de la part de Romario, mais ça, c'est autre chose. Mais pour le coup, j'ai presque envie de dire que Textor sort de là avec une certaine crédibilité, et en tout cas, donc, va lancer potentiellement des enquêtes un petit peu plus. On attend beaucoup de cette commission, donc on verra bien. Des magouilles dans le monde du foot, quel heureux hasard que de telles choses soient suspectées dans la famille du foot. On est d'accord, Al-Rami, mais tu vois, pour le coup, là, ce sont des sénateurs qui, pour le coup, vont mener véritablement l'enquête. Alors, indépendamment de ça, rien à voir, hein, forcément, mais bon, ça fait toujours rigoler. Vous vous souvenez très probablement de ce fameux Botafogo Palmeiras, de ce retournement de situation et du craquage de John Textor à l'époque. Si vous êtes sur YouTube, vous voyez l'image. Si vous êtes en direct, forcément, vous la voyez. Textor, lui, par rapport à ses propos qu'il avait tenus, hein, en disant qu'il avait été volé, que c'était corrompu, etc., il a été suspendu 45 jours et condamné à une amende de 100 000 reais par le tribunal du tribunal du sport pour ces propos-là qu'il avait tenus. Il a déjà purgé une partie de cette peine l'année dernière, donc en fait, il lui reste plus que 17 jours à purger pour cette peine-là. Concrètement, cette peine, elle n'est pas terrible. Hein. C'est juste que cette sentence lui interdit de se rendre sur les bords de terrain, les jours de match du Botafogo. Donc voilà, c'est une sanction habituelle. N'y voyez aucun rapport pour le coup. Mais voilà, c'est assez amusant de voir que d'un côté, il y a la sanction qui tombe parce qu'il a traité tout le monde de corrompu, et d'un autre côté, quand il va devant la commission du Sénat, on l'écoute. Donc voilà. Salut à Guillaume qui est dans le chat et qui continue de nous rappeler que Textor aime bien la bière. Voilà, en tout cas, c'est ce qu'il en ressort. Hein. Je disais qu'on ferait une suite sur ces éléments-là, sur cette audition, ces auditions de John Textor devant la commission. Voilà ce qu'il en est. On va attendre la suite des travaux. Je le rappelle, 6 mois de travaux et une possibilité de prolonger de 3 mois. À mon avis, ça va prolonger un petit peu à ce rythme-là. Mais bon, on va attendre aussi maintenant avec grande impatience et grande curiosité la présidente de Palmeiras et le président de Sao Paulo qui vont donc être convoqués pour s'expliquer. Espérons qu'à ce moment-là, on nous montrera aussi quelques éléments que Textor a probablement mis dans ce dossier. Bref, voilà pour John Textor, voilà pour le Brésil. On était au Brésil, on va bouger un petit peu, on va aller du côté du Chili. Il y a quelques semaines, une dizaine de jours, à l'heure où on fait cette émission, une dizaine de jours, il y avait un classico entre l'Universidad Católica et Colo-Colo. Ce classico a été remporté par Colo-Colo sur cette tête que vous voyez, si vous êtes sur la vidéo, de Arturo Vidal. Oui, le Rey Arturo ne fait pas que du cheval à Colo-Colo, il lui arrive de marquer des buts. Bref, mais ce match-là a plus marqué les esprits pour autre chose, pour Thiago Nunes, qui a lancé une petite affaire. Thiago Nunes est l'entraîneur de la Católica depuis quelques semaines, au pluriel, puisque ça a beaucoup bougé du côté de la Católica après un début de saison compliqué. Et Thiago Nunes, il va être convoqué ce mardi, donc demain, par le comité de discipline de la fédération chilienne. Parce que, pour une raison toute simple. Alors, vous le voyez
Sans doute, Arturo Vidal ne prend plus la voiture après avoir bu, c'est nouveau ça. Mais non, je ne lirai pas ta blague, Biscuit. Je vois que monsieur est très en forme. Mais bon, voilà. Donc, Thiago Nunes, nouvel entraîneur de la Católica. La Católica a perdu ce match-là. Et ce qu'il s'est passé, c'est quelque chose que vous voyez probablement à peu près tous les week-ends sur les bancs de touche, en Europe, n'importe où. Il y a toujours, parmi les membres du staff, quelqu'un qui a une tablette. On l'entend parfois avec la Ligue 1 quand les assistants revoient, ou même fois le coach vient jeter un coup d'œil sur une tablette pour voir une rediff. Concrètement, notre cher ami Thiago Nunes, il a été pris par la patrouille en train de regarder, vous voyez cette image, on est à 3 minutes de la fin du match, avec son assistant Rodrigo Valenzuela en train de regarder sur une tablette ce qui se passait sur le terrain. Bon, jusqu'ici vous allez me dire, bon, pas de quoi fouetter un chat, sauf que c'est pas aussi simple. L'arbitre de la rencontre, Héctor Jona, a consigné dans le rapport de match que Thiago Nunes et Rodrigo Valenzuela ont donc utilisé cette tablette dans le but, je le cite, de désapprouver les décisions arbitrales. Ceci est dans le règlement de la compétition chilienne, de première division chilienne, et donc condamnable. Et c'est pour cela que les deux sont convoqués par la commission de discipline qui se tiendra demain. Thiago Nunes a réagi en expliquant qu'il utilise une caméra tactique. Bon, vous prendrez la conclusion que vous en voulez sur la notion de caméra tactique qui lui permet d'avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe sur le terrain. Et je le cite, grâce à cela, nous cherchons toujours à savoir où nous pouvons prendre l'avantage et dans quel compartiment du jeu nous souffrons. Voilà. On va voir si cet argument passe. Ce qui est quand même assez intéressant et assez rigolo dans cette histoire, voilà, c'est que la logique aurait voulu que si Héctor Jona les avait gaulés pendant le match, on l'a vu, hein, c'est passé à la télé, 87e minute, vous l'avez vu, vous avez vu l'image. Si l'arbitre de la rencontre les avait chopés pendant le match, il pouvait les expulser. Sauf que notre cher ami ne l'a pas vu pendant le match et il s'est servi des images télé qu'il a vues après coup, donc pour rajouter cela dans son rapport. Voilà, une caméra tactique, je ne sais pas ce que c'est, Red le Rouge, je ne sais pas, peut-être qu'ils ont un drone au-dessus du match, c'est possible, on verra. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que l'arbitre l'a donc accusé, en gros, il s'est fait gauler au VAR, du VAR, enfin, vous voyez, il y a une espèce de mise en abîme assez magnifique dans cette histoire. Il passe demain, il a dit qu'il irait témoigner sans problème, que s'il fallait y aller, il irait, mais il préférait que son club y aille parce que c'est pas forcément quelque chose qui semble l'inquiéter plus que ça. Il risque très franchement, une suspension d'un match, donc c'est pas non plus la fin. La fin du monde, mais voilà, c'est juste la petite nouvelle assez amusante du week-end au Chili. Attention, messieurs, si jamais vous commencez à regarder sur des tablettes au bord du terrain, vous pouvez vous faire gauler. En tout cas, on a appris aussi que au Chili, c'était passible d'une exclusion et donc de sanctions, que ce soit pour l'entraîneur, donc avec des suspensions, ou pour le club qui peut payer des amendes. C'est dans le règlement, tout simplement, de la Première Ligue chilienne. Bref, réponse demain, on en saura plus à ce moment-là. Je le disais, voilà. Est-ce qu'on sait si c'est autorisé en Ligue 1? C'est une très bonne question, WattRT, parce que justement, je le disais à l'instant, c'est dans les règlements de la Ligue chilienne, à voir si c'est dans le règlement de la Ligue 1, à savoir si aussi, quand ils apprendront que ça existe, ils s'amuseront pas à le faire aussi dans certains championnats européens. Mais voilà. Et il va falloir aussi savoir ce qu'il était en train de regarder à la 87e minute, Thiago Nunes. Quelle séquence du match il était en train de regarder, qu'est-ce qu'il faisait à ce moment-là. Bonsoir à Isanoé qui arrive encore à la bourse, c'est pas grave. T'as raté Textor et t'as raté Thiago Nunes qui se fait griller par la patrouille au Chili. On va aller sur la dernière news de la semaine, parce qu'elle va être un petit peu plus longue, on va prendre un petit peu plus de temps. Je le disais, cette émission, elle sert aussi pour moi à prendre le temps de parler de championnats que je suis toujours, forcément, mais sur lesquels j'ai pas forcément beaucoup le temps d'écrire. Il finissait son épisode de Peppa Pig, si ça se trouve c'était ça, le pauvre. Mais bon, bref, on verra ce que ça va donner. Donc je le disais, cette émission, elle sert aussi à parler de championnats sur lesquels j'ai pas le temps d'écrire. À l'exemple à l'instant, hein, le Chili, que je continue de regarder. Et aussi, là, on va aller chez le pays préféré des Chiliens, et inversement, on va aller donc pas au Pérou, mais à côté, en Bolivie. On va aller en Bolivie, on va parler de Bolivie. Alors, on va pas parler de la décision de la CONMEBOL de ramener une finale continentale
en Bolivie pour la 5e fois de son histoire en incluant les Copa América, puisque la Copa Sudamericana 2025 verra sa finale se disputer au Tahuichi Aguilera de Santa Cruz. À voir si ça change pas d'avis d'ici là. On verra. Mais en tout cas, on va pas. Voilà, je l'évoque, mais c'est pas l'objet du débat. Non. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être la finale du championnat, la finale du tournoi d'ouverture, puisqu'on a séparé en ouverture et clôture, peut-être aussi vu le bazar que ça a été l'année dernière avec un championnat qui a failli être annulé, qui a suscité beaucoup de choses. Vous vous en souvenez, on en avait parlé dans le 9-10 avec les accusations de matchs truqués, justement, hein, la bise à Textor. Vous le voyez, vous avez le tableau final de cette saison qui s'est disputée avec une phase de groupe dans un premier temps et ensuite une phase à élimination directe. Vous avez le résultat de cette phase à élimination directe et vous connaissez probablement pas, si vous n'êtes pas des amateurs de football bolivien, la plupart des logos que vous voyez. Alors vous allez reconnaître forcément Bolivar et The Strongest qui se sont fait éliminer. Et vous allez voir surtout 2 finalistes que vous ne connaissez pas, puisque cette finale va juste opposer 2 débutants à ce niveau. À votre gauche, en rouge avec ce U, l'Universitario de Vinto, et à votre droite, avec ses couleurs un peu brésiliennes, San Antonio Bulo Bulo. Alors ces noms vous disent forcément, ou peut-être rien, c'est normal, vous inquiétez pas, surtout si vous suivez pas le football bolivien. Mais on va quand même prendre un peu le temps de se poser et de voir comment ces clubs ont pu arriver en finale déjà, mais qu'est-ce qu'ils font en première division bolivienne? Parce que l'histoire est aussi intéressante par rapport à cela. On va revenir un petit peu en arrière, on va rappeler un petit peu tout le contexte donc, si vous n'êtes pas des habitués de football bolivien. La première division bolivienne compte 16 clubs. Pour y accéder, il n'y a pas véritablement à proprement parler de deuxième division comme on le connaît chez nous, mais il y a une sorte de vaste marathon que l'on appelle la Copa Simón Bolívar. Si je caricaturais un peu, je dirais que c'est une coupe nationale avec plusieurs phases, un petit peu, si vous connaissez un petit peu ce qui se passe chez le voisin péruvien, un petit peu comme c'était le cas avec la Copa Pérou, qui elle aussi jusqu'en 2022 permettait à son vainqueur d'accéder à l'élite. Voilà. Concrètement, c'est une sorte de coupe, je le disais, donc elle se joue en 3 phases, qui sont pas forcément toujours organisées de la même manière, ces phases, hein. Parfois c'est des éliminations directes, parfois c'est des phases de groupe, ça dépend aussi du nombre de participants. Pour vous donner un exemple, ils vont être 66 clubs à y participer cette année. L'année dernière, ils étaient 40, donc forcément ça implique des organisations différentes sur les différentes phases. Bref, ce qu'il faut retenir sur la Copa Simón Bolívar, et pour faire simple, parce que j'ai pas envie de vous noyer dans les différents trucs, il y a une phase régionale dans laquelle les équipes s'affrontent au sein de leur département, donc des équipes élues, entre guillemets, les meilleures équipes des départements de chaque département s'affrontent au sein de leur département. Ensuite, on a une deuxième phase, c'est là où je disais que parfois élimination directe, parfois une nouvelle phase de groupe. Et à l'issue de cette deuxième phase, il reste 24 équipes, et là, on passe sur une formule de coupe classique. On passe avec une formule de coupe classique, même moins de 24 équipes, puisqu'on arrive avec des huitièmes de finale, il reste 16 équipes, avec huitièmes de finale, quart de finale, demi-finale et finale, le tout en aller-retour. Donc vous voyez que c'est quand même assez long, que ça vous occupe une très très bonne partie de la saison. Et à l'issue de tout cela, le vainqueur gagne l'accession directe à la première division bolivienne. Le finaliste, lui, joue un match de barrage contre le barragiste de cette première division bolivienne. Alors, c'est ici que va entrer l'histoire de nos deux équipes, avec l'Universitario de Vinto, qui, en 2021, a remporté cette épreuve, et avec, à l'époque, donc, la Fédé lui avait dit bienvenue en première division, en division professionnelle. Ils ont gagné leur place en première division en 2021. Vous notez qu'ils y sont toujours, donc ils y sont restés. Et de son côté, San Antonio Bulo, donc, et lui est arrivé l'année dernière. Alors lui ne l'a pas remporté, il était finaliste malheureux, et lui a gagné pour le coup son match de barrage pour accéder cette année à l'élite. Donc vous commencez à mesurer que l'histoire elle est assez folle. Vous avez d'un côté une équipe qui arrive en première division en 2021, une autre qui arrive cette année, et elles sont toutes les deux en finale. Alors, vous avez peut-être vu des choses assez intéressantes.
Et vous voyez donc on est sur deux petites équipes qui viennent toutes les deux d'ailleurs de la même région, hein, de la région de Cochabamba, qui est vraiment si vous connaissez pas un petit peu la géographie bolivienne, c'est la région qui est au centre, vraiment au cœur de la Bolivie, Cochabamba. Pour vous donner une idée, c'est le seul département qui n'a aucune frontière avec un autre pays. Tous les autres sont autour en fait, hein, concrètement, si vous voulez, voilà, pour schématiser un petit peu cela. Bref, on a donc deux petites équipes, je le disais. L'une a découvert la première division en 2022, l'autre vient de la découvrir. Alors, vous avez peut-être vu quelque chose d'intéressant quand vous avez vu l'annonce de Universitario de Vinto. C'est ce logo. Ce logo doit, si vous êtes des amateurs de football sud-américain, vous faire penser à une équipe. San Antonio, sur le graphiste, avait la flemme de faire un écusson, c'est aussi une franchise brésilienne, c'est possible. Faudrait lui en parler au graphisme, mais plus que tu parles de logo, alors ami, ce logo d'Universitario de Vinto doit vous rappeler forcément quelque chose, le logo d'Universitario, le grand club péruvien. C'était d'ailleurs, à l'origine, ils avaient les mêmes couleurs, le même surnom, les Crémas. Pourquoi je dis à l'origine? C'est parce que depuis, cet écusson a été modifié, voilà, vous le voyez, avant 2022, a été modifié pour devenir un petit peu plus foncé sur les rouges et pour inclure une pomme en plein milieu, la pomme qui est le fruit de la région de Cochabamba. Pour vous avoir quelques idées, ce club a été fondé quand même en 2005 par des potes de fac, concrètement, ils se sont rencontrés à la fac, d'où le nom. Et donc, vous voyez, c'est un club très très récent qui est en train, tout simplement, d'écrire son histoire. De son côté, San Antonio Bulo Bulo, puisqu'on on va revenir le logo qui plaît tant à Alarami, c'est vrai qu'il y a un côté Brésil quand même, hein, c'est un peu le logo du Brésil. Mais bon, bref, il a été fondé en 1962 et lui, il a gagné son tournoi départemental. Vous vous rappelez, hein, il faut les meilleures équipes du département pour participer à la Copa Simón Bolívar. Il l'a gagné pour la première fois en 2021. Ce n'est pas leur boulot, non. J'étais sûr, j'attendais que quelqu'un me la fasse, celle-là. Il a donc gagné son tournoi départemental pour la première fois en 2021. Il a découvert la Copa Simón Bolívar en 2022. Il l'a redisputé l'année dernière et donc il a été finaliste. À sa tête, un Brésilien nommé Thiago Leitão, qui lui a fait une carrière en Bolivie. Hein. Il est passé en tant que joueur, il a fait une carrière avec... il est passé notamment du côté de Jorge Wisterman, où il a été même meilleur buteur de l'Apertura 2003. Pardon. Il a joué à Bolívar, il a joué au Strongest, il a même été directeur sportif du côté d'Always Ready, après Colo Colo, Boulot Boulot, bientôt c'est Dodo Dodo. Salut SCB, ouais non mais c'est ça, on aime bien répéter, c'est pour bien appuyer. Bref, ce qui est intéressant dans ces deux équipes-là, donc à sa tête c'est un Brésilien, tactiquement ils font des choses quand même très intéressantes, ils sont pas révolutionnaires mais ils font des choses, ils sont très disciplinés, très organisés, et ça va très très vite devant, c'est une équipe très très compliqué à jouer. Je vais en parler dans un instant, mais c'est une équipe qui cette saison a fracassé à peu près, a battu, vous l'avez vu dans le tableau, je peux vous le remettre. Ils ont battu, il est où mon tableau? Il est ici. Ils ont éliminé Bolívar en quart de finale. Ils avaient mis 5-1 à The Strongest, je vous montrerai dans un instant, parce que c'est aussi ce qui est intéressant, et ça crée des histoires. Juste petite parenthèse, parce qu'on parle de Bolivie, et c'est vrai que souvent avec la Bolivie, on parle de clubs qui sont bizarrement gérés. Pour le coup, ils ont tous les deux un point commun, c'est qu'ils ont une masse salariale très faible qui leur permet justement de tenir leurs engagements auprès des joueurs. Par exemple, pour San Antonio, la masse salariale, c'est 70 000 $ par mois. Donc vous voyez, ça va pas très haut, mais ça leur permet justement de pouvoir véritablement payer les joueurs. Donc voilà, au moins c'est un système qui fonctionne. Et ce que je disais, c'est que ça permet aussi des histoires folles. C'est aussi pour ça, parce que c'est vrai qu'on insiste parfois sur les dérives, notamment en Bolivie, parfois au Paraguay, parfois dans ces championnats-là. On a des choses quand même, on a des histoires. Et il y a une histoire absolument incroyable du côté de San Antonio, c'est celle de Felipe Pasadore, qui est argentin. Et ce joueur-là, en novembre 2022, il avait tout simplement posté son CV sur un groupe Facebook qui s'appelle Jugador Libres Buscan Club ou Agente y Pruebas. Donc Pruebas, c'est des mises à l'essai pour 2023. C'est un groupe Facebook dans lequel vous avez des tas de joueurs qui viennent poser des photos, parfois un peu des vidéos. Là, lui, dans son cas, il postait des vidéos et des photos. Il a été formé, ce garçon, à Belgrano, mais il n'a pas été conservé. Il n'a que 23 ans aujourd'hui. Donc à l'époque, vous le voyez, il a 22 ans. Donc il a posé cette annonce
Voilà, je suis libre, je suis disponible, je cherche un club, concrètement. Et quelques mois plus tard, il signe à San Antonio en mars 2023. Est-ce qu'ils ont vu cette annonce Facebook? Peut-être. Est-ce qu'un agent a vu cette annonce Facebook et l'a proposée ensuite à San Antonio? C'est possible aussi. Le fait est qu'en mars, il arrive à San Antonio pour disputer cette fameuse Copa Simón Bolívar. Et le garçon claque 13 buts en 19 matchs, meilleur buteur du club, qui obtient l'accession. Son contrat est donc renouvelé en janvier dernier. Et là, que se passe-t-il avec notre cher ami Felipe Passadore? Il est tout simplement meilleur buteur de l'Apertura avec 10 buts. Je peux vous montrer aussi ce qu'il a fait et ça vous permet de voir quelques buts qu'ils ont mis. Ils ont mis 5-1, hein, vous le voyez au Strongest lors de cette phase. C'est lui, ce numéro 16. Il en a mis 3 ce jour-là. Il en a mis 3. Je vous laisse apprécier les buts si vous êtes sur la vidéo. Il est donc meilleur buteur de l'Apertura avec 11 buts en 12 matchs. Vous ajoutez à ça 4 passes décisives. Donc voilà, c'est aussi ça, l'âme sud, c'est ce genre d'histoire totalement folle, totalement parfois improbable, ou de belles histoires en tout cas. Certains diront que c'est un petit peu les derniers recoins du football authentique, mais c'est vrai que ben voilà, ça fait aussi plaisir de voir ce genre de choses-là. Je vous laisse déguster la fin des images. Voilà le dernier but justement de Passadore face à The Strongest, qui s'était pris 5-1. Effectivement, quand on s'appelle The Strongest et qu'on prend 5-1 par une équipe qui débute, entre guillemets, en première division, ça pique, et ça a piqué très fort, pour ne rien dire. Le centre sur le 4-1 est incroyable, on est complètement d'accord, il est complètement dingue. Bref, tout ça pour dire, finale de ce championnat, entre Universitario de Vinto et San Antonio Bulo Bulo, c'est ce mercredi 21h heure française pour le match aller, dimanche prochain 21h pour le match retour. Petite précision, parce que vous allez voir que c'est pas anodin cette histoire. Les deux clubs sont déjà assurés d'un ticket continental. Ils ont tous les deux concrètement gagné un ticket continental, puisque le finaliste ira en Copa Sudamericana l'année prochaine. Le vainqueur ira en Copa Libertadores. Imaginez la Copa Libertadores avec ses 3 millions de dollars pour l'un de ces deux clubs-là. Ça peut les faire, voilà, ça va leur faire changer de dimension. Il faudra se méfier, il faudra qu'ils fassent attention quand même. Mais voilà, c'est aussi cette belle histoire que je voulais vous raconter. C'est avec cette belle histoire que je termine les news.